Vous êtes entré dans notre bateau en bois. D'un côté, vous voyez les chocolatiers au travail, dans leur cambuse, tous les jours, sauf vendredi après-midi, samedi et dimanche. De l'autre, c'est le magasin du bateau, où s'alignent pour votre plus grande délectation les chocolats fabriqués à la main devant vous. Mais vous êtes à bord d'un étrange bateau qui traverse les océans tout en remontant le temps. Il vous emmène droit devant, au Mexique, à l'époque des Aztèques et à la découverte du cacao. Puis, vous remontez à bord, empruntez la coursive grinçante pour vous retrouver à fond de cale aux épices. Vous apercevez dans la soute un petit esclave noir. Les riches négociants ne pouvaient s'en passer quand ils sillonnaient les fabuleuses routes des épices. Enfin, quittez de nouveau le navire, enfoncez-vous dans la forêt équatoriale à la recherche du cacaoyer, porteur des cabosses emplis de fèves de cacao et de la famille du planteur qui travaille pour nous quelque part en Amérique centrale. Paul Keruel est un maître chocolatier un peu particulier. Nous avons retrouvé sa trace à Cray, dans la Drôme. Ses parents étaient épiciers en gros à Saint-Nazaire, ce qui fait qu'il a été imprégné très tôt de ces visions de ports et de bateaux qui arrivent et qui partent. Tout petit déjà, il rêve de la route des épices et du cacao qu'il imaginait à fond de cale. Impressionné par les épices, il se consacre dans un premier temps à la cuisine et à la littérature, jusqu'au jour où il découvre, lors de ses pérégrinations littéraires, une usine de produits de laboratoire de pâtisserie à Toulouse. Et là, il se retrouve nez à nez avec une fontaine de pâte d'amande qui coule sans fin. C'est le déclic, le besoin absolu de fabriquer. Il crée alors à Aix-en-Provence une société, Confit de Provence, il y a 30 ans de cela, et il commence à apprendre seul. Paul est un autodidacte, il a beaucoup travaillé, cherché, innové aussi, récolté de nombreux prix. Il a inventé notamment les confitures sans sucre, les confiseries aux plantes et aux fleurs, la glace à la lavande et excelle dans l'art du chocolat. Retraité, il s'installe à Cray, dans la Drôme, près de ses enfants. Mais la retraite pour Paul n'est finalement pas pour tout de suite, et le cacao le rappelle bientôt. Une nouvelle vie commence pour lui, où il réalise ses rêves d'enfant. Nous sommes probablement un des rares chocolatiers en France. Je ne veux pas dire le seul, mais j'en connais pas d'autres moi, en tout cas un des rares, qui travaillent à la main. Nous faisons nos chocolats à la main, à la fourchette, et nous n'avons pas de machine à tablier qu'utilisent tous les chocolats, parce que ça va plus vite. On fabrique également tous les intérieurs de chocolat, ce qu'on appelle les intérieurs, c'est-à-dire les pâtes d'amande, les pralinés, les pâtes de fruits. Je parlais de framboise tout à l'heure. La framboise nous sert ici beaucoup cette année dans la collection d'automne. On va utiliser les fruits du pays, Drôme-Ardèche. Donc on a sélectionné framboise, groseille, griotte, pêche et abricot. Donc on va donc à la source, on recherche le bon producteur bio et on travaille le fruit selon des process que nous avons mis au point ici. Ce sont des petits secrets, des petites manières, mais que les jeunes savent faire et qu'ils feront après moi, parce que je ne leur ai pas interdit. Je n'ai pas demandé de ne jamais le faire dans leur vie. Bien au contraire, je leur demande de le faire. Après, quand moi je serai plus là. Et on utilise donc beaucoup de fruits frais, fruits secs. Pourquoi ? Parce que, en revanche, on n'utilise aucune matière grasse. Donc derrière vous, il y a ce panneau qui dit « Nous n'incorporons aucune matière grasse dans notre chocolat, autre que son beurre de cacao, donc pas les matières grasses autorisées et ni surtout beurre, crème de lait, c'est notre choix. » Les matières grasses autorisées,
ce sont des matières grasses que l'Europe a autorisées en août 2004, comme le beurre de karité, l'huile de palme, bon, des matières grasses naturelles, totalement inoffensives. Nous sommes parfaitement d'accord là-dessus. Ce n'est pas des poisons qu'on veut nous faire absorber. Bon, là n'est pas le problème. Il y a deux aspects dans cette question. Pour moi, il y a un aspect prioritaire. Je vais dire celui qui est le moindre pour moi. D'abord, c'est que c'est le commencement, c'est la porte ouverte pour faire des triches officialisées. Bon, si je mets 5% de beurre de karité, très bon produit au demeurant, mais qui ne vaut pas cher du tout, mettons 1 euro le kilo, alors que je vends mon chocolat 50 euros le kilo, je vais donc le valoriser 50 fois. C'est pas mal. Bon. Et deuxièmement, je vais le vendre sous l'appellation chocolat. Donc je vous trompe, gentiment. Mais j'ai la bénédiction de l'Europe. Voilà. Je suis protégé, j'ai le droit de le faire. Mais autre chose est beaucoup plus important. Le cacao contient deux ingrédients. Le beurre de cacao, voilà, ceci c'est le beurre de cacao. Cette matière blanchâtre et qui ressemble quand même à du beurre de vache, mais qui en est très très loin. Et puis la partie poudre de cacao, vous voyez, qui sont donc les deux ingrédients constitutifs de la graine de cacao. Le beurre de cacao, les industriels ont tendance à en enlever du chocolat parce que ça sert en cosmétologie. Et au mieux, ça sert à faire du rouge à lèvres pour les meilleurs d'entre eux. Et nous en mettons dans des petits pots l'hiver pour nos clientes parce que c'est excellent contre les gerçures. Voilà. Mais il ne faut pas enlever le beurre du cacao. Il ne faut pas dissocier les ingrédients comme ça. Donc, l'Europe nous autorise à en enlever 5% et à mettre à la place le beurre de karité ou le beurre de palme, etc. Voyez-vous. Ce qui est plus grave dans cette opération-là, c'est que c'est la porte ouverte à une triche organisée qui s'annonce. Un jour, on mettra du jus de betterave dans du vin de Bordeaux, à raison de 5% pour commencer. Puis après, on verra bien. Et en disant, bon, ça n'a pas une influence, 5%, c'est pas bien, très bien. Ce qui est pire, et qu'on ne dit pas, c'est que les producteurs de cacao sont quasiment tous des familles, des petits groupes, des petites coopératives qui vivent dans des pays, moi j'emploie le mot carrément, sous-développés, on emploie des fioritures maintenant, donc ils vivent dans des pays sous-développés qui sont eux-mêmes pour la plupart au-dessous du seuil de pauvreté. Et si j'enlève 5% de beurre de cacao pour le remplacer par une autre huile, et ben c'est 5% de cacao que je ne leur achèterai pas. Donc c'est les enfoncer de 5%. Vous allez me dire 5%, c'est pas beaucoup, mais pour quelqu'un qui a faim, 5% de moins, ça fait beaucoup. Voilà. Alors c'est ça contre quoi je m'insurge. Chaque fois que je le peux, je le dis, il faut le dire ça. C'est qu'on est en ce moment en train de préparer tout un système qui fait déjà et qui fera qu'on va affamer de plus en plus ceux qui ont déjà faim. Ça je supporte très très mal. Et je supporte mal d'autant plus que la porte a été ouverte dans notre profession. Donc j'aurais dû, si j'avais une grande logique avec moi-même, abandonner cette profession de marchand de cacao, parce que c'est cette profession-là qui sert de test. On a été incapable de résister à tout ça. Pourtant, le cacao, avec le sucre et le café, sont les trois denrées qui mènent le monde, à côté, denrées agroalimentaires, à côté du pétrole dans un autre domaine. Donc le marché est immense. Alors, pourtant, le marché est immense, il aurait dû être capable de se défendre, mais comme le marché est immense, les profits réalisés à partir de ces 5% commencent à être importants. On ne sait pas ce que c'est que 5%. Mais quand il s'agit de tonnages colossaux, c'est colossal. Voilà. Alors ça, c'est pas bien, il ne faut pas le dire. Vous avez quand même trouvé un début de réponse en choisissant
d'agir sous le nom commerce équitable? Oui, je pense que, à titre individuel, et c'est ça qui nous sauve, hein, parce que sinon on est déprimé. Alors je veux pas, je ne suis pas quelqu'un qui déprime, moi, bien au contraire, j'agis constamment. Je pense qu'individuellement, on peut contribuer à rééquilibrer tout ça en consommant mieux, sain, en sachant ce que nous faisons. Quand nous achetons, il faut essayer d'acheter en commerce équitable. Pour ce qui nous concerne, nous, moi je ne fais pas partie d'un grand système de commerce équitable, mais nous sommes deux. Un chocolatier de la région de Strasbourg et nous. Lui est un expert en achat de fèves. C'est l'équivalent d'un œnologue en matière de vin. Ce sont des gens qui savent très bien goûter, lui, une fève de cacao verte, comme l'œnologue goûte un grain de raisin qui n'est même pas mûr encore, et il sait ce que sera le vin dans 2 ans, quoi. Voilà. Et on achète directement sur les lieux de production. C'est pour ça que dans une de nos caves ici, j'ai voulu reproduire un petit endroit où on a sculpté des personnages qui sont au travail, qui ramassent et travaillent les fèves de cacao pour nous, les cabosses pour nous. Donc on achète sur place et on paye sur place. Donc c'est un circuit tout petit, mais c'est déjà mieux que de rester dans le grand système de commerce et de travailler avec des très grands groupes. Il n'y en a pas beaucoup. Le fait d'être en bio nous facilite cet aspect de commerce équitable. Pour moi, il n'y a pas bio sans équité, sans commerce équitable. Je ne crois pas que ce soit pour tout le monde le cas, mais enfin bon, c'est impensable de faire du bio, c'est-à-dire du très bon, du très bien fait. Pour la plupart des gens, bio veut dire c'est meilleur, et puis ça peut s'arrêter là. Il n'y a pas que ça, il y a la façon dont nous travaillons. Commerce équitable, ça veut dire d'abord recherche des matières premières et relation avec le producteur en équité. Ça veut dire aussi équité sur place, chez soi. Et c'est aussi quelque chose qu'on oublie un peu souvent aujourd'hui. On parle de commerce équitable, dans le monde, très bien, je fais du commerce équitable. C'est beau, maintenant tout le monde récupère cette expression, les grandes surfaces les premières, les grands groupes les premiers, et ça ne signifie déjà plus rien. Alors qu'est-ce que ça sera dans quelques années? Faisons aussi, pratiquons aussi l'équité chez soi, c'est-à-dire à l'inverse dans sa façon de faire du commerce. L'achat des matières premières, leur transformation, toujours en équité, c'est-à-dire en bonne entente avec son personnel, par exemple, si on en a, ou avec soi-même, si on est tout seul, et puis dans sa forme de commerce, c'est-à-dire de relation avec les autres consommateurs. Voilà, je crois que le bio doit nous entraîner à cette réflexion qui commence avec le produit, la matière première cultivée par le cultivateur, on dit le planteur chez nous, mais que ce soit le planteur d'ail, de craie, ou que ce soit le planteur de cacao en Équateur, c'est la même chose. Et on doit le transformer et le vendre et le faire consommer, inciter notre consommateur à avoir le même esprit. C'est ça le véritable sens, je crois, du mot commerce équitable. Et c'est infiniment plus compliqué que ça n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement d'acheter en commerce équitable. Ce n'est pas si facile de pratiquer l'équité tous les jours. On peut être énervé, envoyer balader les gens, on peut avoir des soucis de production, des soucis d'affaires, des soucis de tout. Bon, on reste. Et puis en retour de ça, c'est pas mal, parce que ici, ce qui se passe dans cette maison, c'est généralement chaleureux, c'est doux, personne ne parle fort ici, c'est totalement interdit. On a des relations entre nous, les jeunes, et moi, l'ancien, très douces, très simples, très courtoises, les uns envers les autres. Et le soir, on est fatigué parce qu'on a bien travaillé, mais on n'est pas agacé par les autres. Et on est quelquefois bien content de les revoir demain matin.
Alors, vous voyez, on fait tout à la main, dans un atelier qui est simple, qui ne possède que quelques matériels simples, qui sont destinés, comme celui-ci par exemple, ça c'est un fondoir à chocolat. C'est un fondoir à chocolat dans lequel, depuis vendredi, du chocolat, 40 kg de chocolat, sont en fusion. Le chocolat est excessivement exigeant. Il réclame une courbe de température. On le monte à 50 degrés. Donc, grâce à ces parois chauffantes, depuis vendredi, il est à 50 degrés, il est brassé. Et nous, le matin, avant de commencer, on doit le refroidir à 25 degrés, puis le remonter à 30 degrés. Et ainsi, on travaille toute la journée avec un chocolat à 30 degrés. Donc, voyez-vous, il y a une difficulté de maintenir cette température, et c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. Donc, il faut des lieux rafraîchis. L'été, il fait trop chaud. L'hiver, il fait trop froid. D'abord, un chocolatier, c'est un capricieux par excellence. Jamais content de ce qu'il a. Mais enfin, il est quand même bien content de faire du chocolat, d'en manger autant qu'il veut toute la journée. Et à part Karen, là, qui n'aime pas le chocolat, ici, on est quand même tous très gourmands. Et quand on sait toutes les propriétés du cacao, eh ben, on se porte bien. Donc nous, on ne vous vend pas du chocolat avec 30, 40, 50% de beurre au prix du chocolat. Donc le chocolat ici n'a que ses bonnes propriétés, c'est-à-dire que c'est bourré d'énergie, c'est bourré d'oligo-éléments, de calcium, de magnésium, de tout ça. C'est un anti-stress extraordinaire. Est-ce qu'on a l'air stressé, nous? Est-ce qu'on a l'air stressé? Retrouvez tous les portraits de producteurs sur le site officiel Chemin Faisant, www.cheminfaisant2005.net.